Une gifle au visage de la justice. Dans la salle d'audience étouffante de Nice, Luna Sarr, héroïne décorée de la marine française, femme noire au regard d'acier forgé dans les combats du Sahel, descend du banc des témoins après avoir défendu son frère Idriss, accusé à tort de vol. Soudain, l'officier de police Antoine Dubois, un homme au passé entaché de 12 plaintes pour brutalité et racisme, se lève avec une arrogance venimeuse. D'un coup d'épaule brutal, il la pousse violemment, la faisant trébucher sous les yeux du juge. Dans un murmure venimeux, il crache « Reste à ta place, tu n'es rien ici ». La salle entière retient son souffle, figée par ce geste odieux, saturé de mépris racial. Luna, tel un roc face à la tempête, ne tombe pas. Ses yeux flamboient de colère contenue, une rage qui pulse comme un volcan prêt à exploser. Elle se redresse, sa silhouette imposante défiant l'injustice, et fixe Dubois avec une intensité qui semble perforer son âme. Le silence est assourdissant. Même le juge, pétrifié, semble incapable de réagir. Une femme dans la foule, une immigrée nord-africaine tenant la main de son fils, murmure « C'est une honte ». Cette attaque n'est pas qu'un geste physique, c'est une insulte à tout ce que Luna représente. Son courage, son sacrifice pour la France, son identité. Cette provocation raciste, en plein tribunal, allume une étincelle de révolte dans le cœur des spectateurs. Luna ne plie pas. Elle canalise sa fureur pour riposter, non avec des poings, mais avec une arme bien plus puissante, la vérité. Cette scène n'est que le début d'une bataille qui ébranlera Nice et au-delà, révélant une injustice systémique. Dans l'enceinte suffocante du tribunal de Nice, l'air semblait chargé d'une tension électrique, comme si chaque respiration retenue par les spectateurs portait le poids d'une injustice séculaire. Luna Sarr, héroïne de la marine française, femme noire au passé glorieux dans les sables brûlants du Sahel, venait de défier l'officier Antoine Dubois, cet homme dont le regard venimeux trahissait une haine raciale à peine voilée. L'écho de son acte odieux, l'avoir poussé avec un mépris murmuré, « Reste à ta place, tu n'es rien ici », résonnait encore dans la salle, comme une insulte gravée dans les murs. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Loin de se dissiper, la fureur de Luna, contenue comme une tempête sur le point d'éclater, se mua en une détermination froide et implacable. Elle était là pour son frère, Idriss, un jeune homme de 19 ans, frêle, les épaules voûtées, accusé à tort de vol dans une boutique de luxe du centre-ville. Ses yeux, cherchant sans cesse ceux de sa sœur, trahissaient une peur viscérale, celle d'un garçon piégé par un système qui semblait l'avoir condamné avant même qu'il n'ouvre la bouche. Antoine Dubois, lui, trônait de l'autre côté de la salle, ses bras épais croisés sur sa poitrine, son badge de police luisant comme un trophée d'arrogance. Cet homme, avec un dossier entaché de 12 plaintes pour brutalité et racisme, n'était pas un inconnu dans les rues de Nice. Les habitants des quartiers nord, majoritairement issus de l'immigration maghrébine et subsaharienne, murmuraient son nom avec crainte, le décrivant comme un prédateur en uniforme, toujours prêt à brandir son pouvoir pour humilier. Son sourire narquois, celui qu'il arborait en ricanant avec le procureur, semblait dire « Personne n'osera me défier ». Mais il ignorait une chose essentielle. Luna n'était pas n'importe qui. Elle n'était pas seulement une sœur venue sauver son frère. Elle était une guerrière, forgée dans les flammes des champs de bataille, habituée à affronter des ennemis bien plus dangereux que lui. Ses cicatrices, invisibles sous son tailleur impeccable, racontaient des histoires de survie que Dubois ne pourrait jamais comprendre. Dans la salle, l'atmosphère était lourde, presque suffocante. Les avocats feuilletaient nerveusement leurs dossiers, les spectateurs échangèrent des regards furtifs, et le greffier tapotait son stylo comme pour conjurer l'angoisse ambiante. Idriss, menotté à la table des accusés, semblait rapetissé sous le poids des regards. Chaque cliquetis de ses chaînes résonnait comme un rappel cruel de sa vulnérabilité. Mais Luna, assise au deuxième rang, restait immobile, droite comme un pilier d'acier. Ses mains reposaient sur ses genoux, ses doigts serrés, non pas de peur, mais d'une rage contenue qui semblait vibrer dans tout son être. Elle ne sciait pas, ses yeux fixant alternativement Idriss et Dubois, comme si elle traçait une ligne invisible entre l'injustice subie par son frère et la provocation raciste de l'officier. Lorsqu'Idriss tournait la tête vers elle, elle lui offrait un léger hochement, un geste si discret qu'il passait presque inaperçu, mais qui portait une promesse. « Je suis là, je ne te laisserai pas tomber. » Dubois, lui, ne pouvait s'empêcher de fanfaronner.
Il se pencha vers le procureur, murmurant quelque chose qui fit naître un rictus sur son visage. Le son de son rire, bas mais provocateur, traversa la salle comme une insulte supplémentaire. Une femme âgée, assise près de Luna, une immigrée tunisienne portant un foulard coloré, serra son sac contre elle et chuchota à son voisin « Cet homme est un poison ». Luna ne broncha pas, mais son regard croisa celui de Dubois. Pendant une fraction de seconde, leurs yeux s'accrochèrent, et ce qu'il vit dans les siens, une détermination incandescente, une colère qui brûlait sans flamme, le fit vaciller. Il se redressa, bombant le torse comme pour masquer son malaise, mais le mal était fait. Il avait sous-estimé Luna, croyant qu'elle n'était qu'une femme noire de plus à intimider. Il ignorait qu'elle avait désamorcé des bombes sous des tirs ennemis, qu'elle avait porté des camarades blessés à travers des tempêtes de sable, qu'elle avait survécu à des nuits où la mort semblait inévitable. Soudain, un bruit sec brisa le silence. La porte du fond s'ouvrit et le greffier annonça d'une voix claire « Affaire numéro 4729B, l'État contre Idriss Sarr ». La salle se figea. Le procureur ajusta ses lunettes. Idriss se leva lentement, ses chaînes tintant doucement, un son qui semblait déchirer l'âme de Luna. Elle serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Le juge, un homme aux cheveux grisonnants et au visage fatigué, entra et frappa son marteau une fois. « Poursuivons », dit-il sans lever les yeux. L'avocate d'Idriss, une jeune femme au regard déterminé mais cerné par l'épuisement, se leva. « Votre honneur, la défense appelle son premier témoin, mademoiselle Luna Sarr. » Un murmure parcourut la foule. Dubois tourna la tête, son sourire s'effaçant pour la première fois. Il ne savait pas encore qui elle était vraiment, mais il le découvrirait bientôt. Alors que Luna se levait, chaque pas résonnait comme un défi. Elle marcha vers le banc des témoins, son tailleur noir impeccablement ajusté, ses cheveux tressés avec une précision militaire. Mais ce n'était pas seulement son allure qui captivait. C'était l'aura qu'elle dégageait, celle d'une femme qui avait vu l'enfer et en était revenue, qui portait en elle une colère légitime, celle d'une communauté bafouée, d'une famille brisée par l'injustice. Lorsqu'elle prêta serment, sa voix était claire, tranchante, comme une lame affûtée par des années de combat. Elle déclara son identité, puis ajouta, d'un ton qui fit frissonner la salle, « Capitaine Luna Sarr, marine française, décorée pour acte de bravoure. » Un silence absolu s'abattit. Même le juge releva les yeux, comme s'il voyait enfin la femme devant lui. Dubois, lui, changea de posture, ses doigts crispés sur le bord de sa chaise. Il venait de comprendre qu'il n'avait pas seulement attaqué une femme. Il avait défié une tempête. L'atmosphère du tribunal de Nice vibrait encore de l'écho des mots de Luna Sarr, cette héroïne de la marine française dont la voix, tranchante comme une lame, avait dénoncé l'attaque raciste d'Antoine Dubois avec une fureur contenue qui avait électrisé la salle. Mais loin de s'apaiser, la tension monta d'un cran, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle, attendant l'inévitable explosion. Luna, debout face au juge, ne tremblait pas. Sa posture, droite, inébranlable, semblait défier non seulement Dubois, mais tout un système qui, pendant trop longtemps, avait fermé les yeux sur les injustices infligées à ceux qui, comme elle, portèrent une peau plus sombre. Sa colère, loin d'être chaotique, était une arme affûtée, canalisée par des années de discipline militaire et une vie marquée par la lutte contre le mépris. Elle n'était pas là pour se défendre elle-même. Elle était là pour Idriss, son frère, dont les chaînes cliquetaient doucement à chaque mouvement, un son qui lui lacérait le cœur. Mais elle était aussi là pour tous ceux qui, dans l'ombre, avaient été brisés par des hommes comme Dubois. Alors que Luna fixait le juge, un homme au visage marqué par des décennies de jugement, elle demanda d'une voix claire, presque trop calme pour la tempête qui rugissait en elle, « Votre honneur, puis-je m'exprimer ?» Le silence qui suivit fut si dense qu'on aurait pu entendre une aiguille tomber. Le juge, dont les lunettes glissaient légèrement sur son nez, hésita, jetant un regard furtif vers Dubois. Ce dernier, toujours assis, ses mains crispées sur les accoudoirs, semblait perdre de son assurance. Son rictus s'était éteint, remplacé par une lueur d'inquiétude, comme s'il pressentait que l'équilibre du pouvoir venait de basculer. Le juge hocha la tête, un geste sec, presque réticent. « Parlez, mademoiselle Sarr. » Luna avança d'un pas, son tailleur noir absorbant la lumière crue des néons. Chaque mot qu'elle prononça ensuite sembla taillé dans le roc, chaque syllabe
un coup porté contre l'injustice. J'ai sauté d'hélicoptère sous des tirs ennemis, commença-t-elle, sa voix résonnant comme un tambour de guerre. J'ai vu des explosions déchirer le sol à mes pieds. J'ai porté des camarades mourants sur mon dos, leur vie s'éteignant dans mes bras. J'ai servi la France, mon pays, celui pour lequel mon père a donné sa vie. Elle marqua une pause, ses yeux balayant la salle, s'arrêtant un instant sur une adolescente maghrébine dans la foule, dont les mains tremblaient en tenant un carnet. Mais jamais, jamais je n'ai été attaqué par un officier de police, pas dans un tribunal, pas dans mon pays, et pas à cause de ma couleur de peau. Un murmure parcourut l'assemblée, comme une vague prête à déferler. Une femme, une avocate stagiaire assise au fond, serra son dossier contre elle, les larmes aux yeux. Un homme âgé, portant un béret usé, murmura à son voisin « Elle a raison, c'est une honte. » Luna poursuivit, sa voix gagnant en intensité, chaque mot un acte de défi. « Cet homme, dit-elle en pointant du bois sans le regarder, m'a poussé, m'a insulté, m'a traité comme si je n'avais pas ma place ici, dans cette salle, dans ce pays. Mais je suis ici, et je ne bougerai pas. » La salle éclata en un brouhaha, des applaudissements spontanés jaillissant des rangs du public. Une jeune femme, portant un badge d'une association pour les droits humains, cria « Justice pour Luna !» avant d'être rappelée à l'ordre par le greffier. Dubois, rouge de colère, se leva à moitié de sa chaise, ses poings serrés. « C'est une menteuse !» lança-t-il, sa voix tremblante de rage et de peur. Le juge frappa son marteau, exigeant le silence, mais le mal était fait. Les spectateurs, galvanisés par les paroles de Luna, fixaient Dubois avec un mélange de mépris et de défi. Luna, elle, resta immobile, son regard rivé sur le juge. « Je ne demande pas votre pitié, » continua-t-elle, sa voix plus basse mais plus tranchante encore. « Je demande la vérité. Cet homme a cru qu'il pouvait m'intimider, qu'il pouvait intimider mon frère, qu'il pouvait intimider tous ceux qui, comme nous, sont jugés avant même d'être entendus. Mais il s'est trompé. » À cet instant, un détail inattendu surgit, ajoutant une couche de tension à la scène. Un jeune homme, un employé du tribunal, glissa discrètement un téléphone à l'avocate d'Idriss. Sur l'écran, une notification clignotait. Un extrait audio, capturé par un spectateur dans la salle, confirmait les paroles racistes de Dubois. L'avocate, les yeux écarquillés, leva la main pour demander une pause, mais Luna, sentant la brèche, poursuivit. « Si vous cherchez la vérité, votre honneur, elle est là, dans cette salle, dans les yeux de ceux qui ont vu, dans les cœurs de ceux qui savent ce que c'est d'être traité comme moins qu'humain. » Le juge, visiblement secoué, ordonna à Dubois de sortir. L'officier, le visage blême, marmonna quelque chose d'inintelligible, mais le regard de Luna, perçant comme une flèche, le cloua sur place. Alors qu'il quittait la salle, escorté par un huissier dont la main reposait sur son arme, il se retourna une dernière fois vers Luna et siffla « Tu vas le regretter. » Elle ne sia pas, sa réponse, prononcée à voix basse mais audible dans le silence, résonna comme un défi. « C'est toi qui as déjà perdu. » La porte claqua derrière Dubois, et pendant un instant, la salle sembla suspendue dans le temps. Puis, un tout-sautement, un craquement de chaises, et la réalité reprit ses droits. Mais quelque chose avait changé. Ce n'était plus seulement l'histoire d'Idriss, accusé à tort. C'était l'histoire d'une femme noire, d'une héroïne de guerre, qui avait transformé sa colère en un cri pour la justice. Un cri qui résonnerait bien au-delà des murs de ce tribunal. Dans la foule, l'adolescente maghrébine griffonna quelque chose dans son carnet. Un poème peut-être, inspiré par le courage de Luna. Dehors, un journaliste local installait déjà sa caméra, prêt à diffuser l'histoire qui allait secouer Nice. Et au cœur de tout cela, Luna, immobile, portait en elle une rage qui n'était pas seulement la sienne, mais celle d'une communauté entière, prête à se battre pour que la vérité éclate enfin. La nuit enveloppait Nice d'un voile d'obscurité, mais dans l'appartement modeste de Luna Sarr, au cœur d'un immeuble vétuste des quartiers nord, une lumière vacillante trahissait une lutte silencieuse contre l'injustice. L'écho du tribunal, où sa voix avait ébranlé les murs avec une colère légitime, résonnait encore dans son esprit. L'attaque raciste d'Antoine Dubois, cet officier qui l'avait poussé avec mépris en murmurant des insultes, n'était pas seulement une agression personnelle, c'était un défi lancé à tout ce qu'elle représentait. Luna, héroïne de la marine française, décorée pour son courage au Sahel, n'était pas femme à plier. Ce soir-là, alors que la ville dormait, elle se préparait à riposter, non pas avec la violence,
mais avec une arme bien plus redoutable, la vérité, nue et implacable. Dans l'ombre, elle allait traquer la preuve qui ferait tomber Dubois et exposerait le système qui le protégeait. Assise à une table en bois éraflée, sous la lueur pâle d'une lampe de bureau, Luna ouvrit un vieil ordinateur portable, un vestige de ses années dans l'armée, où elle avait appris à décrypter des données sous la menace des tirs ennemis. Ses doigts, agiles et précis, dansaient sur le clavier avec une détermination froide, chaque frappe un pas de plus vers la justice pour son frère Idriss, dont l'innocence était menacée par un système corrompu. Elle savait que le tribunal ne lui livrerait pas la vérité de bonne grâce. Les images de la caméra de surveillance, celle qui avait capturé l'attaque de Dubois, étaient déjà en train d'être effacées, reléguées dans un dossier obscur étiqueté «Maintenance technique». Mais Luna n'était pas une novice. Elle avait navigué dans des réseaux sécurisés sous des cieux bien plus hostiles que ceux de Nice. Elle connaissait les failles, les codes, les ombres numériques où se cachèrent les vérités qu'on voulait étouffer. Alors qu'elle s'infiltrait dans le système de sécurité du tribunal, un frisson d'adrénaline mêlé de rage parcourut son corps. Chaque alerte qui clignotait à l'écran, accès non autorisé détecté, était un défi qu'elle relevait avec une précision militaire. Elle contourna les pare-feux, ses doigts volant sur les touches, son souffle régulier malgré la menace invisible d'être repérée. Soudain, un détail inattendu fit bondir son cœur. Une caméra cachée, installée dans un coin du tribunal, avait capturé non seulement l'attaque de Dubois, mais aussi une conversation entre lui et un officier supérieur, juste avant l'audience. Dans l'enregistrement, Dubois ricanait. « Cette femme croit qu'elle peut nous défier. On va lui montrer ce qu'on fait aux gens comme elle. » Ces mots, chargés de mépris racial, étaient une bombe à retardement, une preuve irréfutable de son intention malveillante. Luna copia le fichier vidéo avec une minutie obsessive, son pouls battant comme un tambour de guerre. Elle le sauvegarda sur 3 supports distincts. Un disque USB glissé dans une boîte à bijoux héritée de sa grand-mère sénégalaise, un disque dur caché dans un vieux sac de sport sous son lit, et un fichier crypté envoyé à une journaliste d'investigation, connue pour ses enquêtes sur les abus policiers à Nice. Mais alors qu'elle terminait, un crépitement électrique brisa le silence. La lumière de l'appartement vacilla, et la caméra de surveillance du couloir clignota rouge avant de s'éteindre. Luna se figea, son instinct de soldate en alerte. Ce n'était pas une panne anodine. C'était un avertissement. Quelqu'un savait qu'elle creusait, quelqu'un voulait qu'elle s'arrête. Dehors, une ombre passa devant sa fenêtre. Une camionnette noire, sans phare, glissant lentement dans la rue déserte. Un point rouge clignotait à l'intérieur, comme un œil malveillant. La colère de Luna, déjà incandescente, s'embrasa davantage. Elle ne paniqua pas. Elle referma l'ordinateur, le glissa sous une pile de linge dans un placard et se posta près de la fenêtre, accroupie, invisible. La camionnette s'éloigna, mais le message était clair. Elle était surveillée. Dans un élan de défi, elle murmura dans l'obscurité « Vous pensez que je vais reculer? Vous ne savez pas qui je suis. » Elle ouvrit un coffre métallique, vestige de ses missions, et en sortit un carnet où elle avait consigné des années de témoignages. Des voisins, des collègues, des victimes de Dubois, tous réduits au silence par la peur. L'un d'eux, un jeune livreur nommé Amine, avait décrit comment Dubois l'avait frappé lors d'un contrôle d'identité, lui reprochant son « accent de banlieue ». Ce carnet, combiné à la vidéo, était une arme aussi puissante qu'un fusil. Alors qu'elle rangeait le carnet, son téléphone vibra. Un message anonyme, envoyé d'un numéro masqué. « Arrêtez maintenant, ou vous ne serez plus là pour votre frère. » La menace, loin d'éteindre sa rage, la fit bouillir. Elle répondit par un simple mot « Essayez ». Puis elle s'assit, le regard fixé sur l'écran éteint, planifiant sa prochaine étape. Dubois et ceux qui le protégeaient avaient sous-estimé une femme noire, une soldate, une sœur. Ils pensaient qu'elle plierait sous la peur. Mais Luna Sarr n'avait pas survécu à des champs de bataille pour se rendre dans son propre pays. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle affûta sa stratégie, sa colère devenant une torche qui illuminerait les ténèbres d'un système pourri. La vérité qu'elle venait de déterrer n'était que le début d'une guerre qu'elle était prête à mener jusqu'au bout. Alors que l'aube peignait les rues de Nice d'une lueur pâle, la ville semblait retenir son souffle, comme si elle pressentait l'onde de choc qui allait bientôt la secouer. Luna Sarr, héroïne de la marine française, n'avait pas fermé l'œil de la nuit.
son esprit consumé par une rage incandescente après avoir déterré la vidéo accablante d'Antoine Dubois, l'officier qui l'avait attaqué avec un mépris raciste dans l'enceinte même du tribunal. Cette preuve, un enregistrement brut où Dubois révélait son vrai visage, n'était pas seulement une arme pour sauver son frère Idriss, accusé à tort. C'était une torche allumée pour mettre à nu un système qui, depuis trop longtemps, protégeait des hommes comme lui. Mais Luna savait que la vérité, aussi puissante soit-elle, ne suffisait pas. Il fallait qu'elle éclate, qu'elle brûle, qu'elle réveille une ville endormie par l'indifférence. Et ce matin-là, alors que le soleil se levait sur la promenade des Anglais, la tempête qu'elle avait déclenchée commença à rugir. La journaliste à qui Luna avait envoyé la vidéo, une figure respectée de Nice Matin, connue pour ses enquêtes sans compromis, publia l'enregistrement sur une plateforme en ligne sécurisée à 6 heures précises. En quelques minutes, le fichier se propagea comme un feu de forêt sur les réseaux sociaux. Les images crues de Dubois, poussant Luna et ricanant avec un officier supérieur sur sa prétendue supériorité, déclenchèrent une vague de colère. Les hashtags Justice pour Luna et Stop Racisme Police envahirent Twitter, chaque partage amplifiant l'indignation. À Nice, dans les cafés du Vieux-Nice, sur les bancs des arrêts de tram, dans les immeubles des quartiers nord, les écrans s'allumaient, diffusant la vidéo en boucle. Une étudiante, assise dans un parc, éclata en sanglots en regardant l'enregistrement, murmurant « C'est toujours comme ça pour nous ». Un chauffeur de bus, un immigré malien, serra les poings en voyant l'insulte raciale de Dubois, un écho des humiliations qu'il avait lui-même subies. Mais l'élément qui fit basculer la ville fut un événement inattendu, un cri du cœur qui donna à cette révolte une voix humaine. Un adolescent de 16 ans, Nassim, qui avait été arrêté par Dubois 2 ans plus tôt pour un prétendu vol à l'étalage, brisa son silence. Dans un live stream diffusé depuis sa chambre, dans un foyer de jeunes à Cimier, Nassim, le visage marqué par la peur, mais porté par une détermination nouvelle, raconta son histoire. Dubois m'a attrapé près du marché, dit-il, sa voix tremblante mais claire. Il m'a plaqué contre un mur, m'a traité de salaud d'arabe, m'a mis un sachet de drogue dans la poche. J'avais 14 ans. J'attendais juste ma sœur. Il montra une cicatrice sur son poignet, vestige d'une menotte trop serrée. J'ai vu ce qu'il a fait à Luna Sarr. Si elle, une héroïne, peut être attaquée, qu'est-ce qu'il reste pour nous? Ces mots, bruts et sincères, touchèrent une corde sensible. En quelques heures, le live stream atteignit des centaines de milliers de vues, partagées par des militants, des artistes et même des élus locaux. Dans les rues de Nice, la colère se transforma en action. Des habitants des quartiers nord, souvent marginalisés, organisèrent une manifestation spontanée devant le commissariat central. Des pancartes peintes à la hâte proclamaient « Assez de Dubois, assez de racisme ». Une mère de famille, portant un foulard aux couleurs du Sénégal, brandissait une photo de Luna en uniforme militaire, criant « Elle a servi la France et vous l'humiliez ?» La foule, diverse, réunissait des jeunes, des retraités, des étudiants, tous unis par une indignation commune. Les klaxons des voitures résonnaient en soutien et les réseaux sociaux débordaient de messages « Luna est notre voix, Nice se lève ». Même les touristes, habitués aux plages tranquilles, s'arrêtaient, captivés par cette révolte qui semblait faire vibrer la ville entière. Au même moment, dans son appartement, Luna regardait les images de la manifestation sur son téléphone, sa mâchoire serrée. Chaque cri, chaque pancarte était une validation de sa lutte, mais aussi un rappel du poids qu'elle portait. Elle n'avait pas voulu devenir un symbole, mais la vidéo avait fait d'elle une icône, une femme noire qui osait défier l'injustice là où d'autres avaient été réduits au silence. Un message arriva de son ancien camarade de régiment, Malik, un homme discret qui l'avait soutenu dans les pires moments. « Ils veulent étouffer ça, Luna. Dubois a des amis haut placés, mais la ville est avec toi. » Elle répondit, les doigts tremblants de rage. « Qu'ils essaient. » Puis, elle ouvrit son carnet, celui où elle avait noté les noms d'autres victimes de Dubois, des histoires qu'elle avait recueillies dans l'ombre. Chaque nom était une blessure, chaque témoignage une raison de continuer. Alors que la manifestation grossissait, un détail inquiétant émergea. Un compte anonyme sur les réseaux sociaux posta un message menaçant. « Luna Sarr, tu ne seras pas la dernière à tomber. » L'image jointe montrait une photo floue de son immeuble, prise de nuit. La colère de Luna, déjà à son paroxysme, se mua en une détermination froide. Elle n'allait pas seulement exposer Dubois.
Elle allait démolir le système qui le protégeait, celui qui permettait à des officiers comme lui de terroriser des communautés entières. Elle envoya un message à la journaliste: «Publiez tout. N'ayez pas peur.» À cet instant, Nice n'était plus seulement une ville, c'était un champ de bataille. Et Luna, avec sa vidéo et sa rage, était prête à mener la charge. Sous le ciel incandescent du midi niçois, le tribunal de Nice se dressait comme une forteresse assiégée, entourée d'une foule vibrante de colère et d'espoir. La vidéo de l'attaque raciste d'Antoine Dubois contre Luna Sarr, héroïne de la marine française, avait enflammé la ville, transformant une salle d'audience en un symbole de lutte contre l'injustice. Les cris des manifestants, leurs pancartes brandies dans les rues, résonnaient comme un écho de la rage de Luna, une rage qui ne se contentait pas de murmurer, mais hurlait pour être entendue. Ce jour-là, dans la salle d'audience bondée, la tension était si palpable qu'elle semblait faire trembler les murs. Luna, assise au premier rang, n'était plus une simple témoin. Elle était une tempête, une femme noire dont le courage avait allumé une révolte, et aujourd'hui, le système qui avait protégé Dubois allait devoir répondre de ses actes. La porte de la salle s'ouvrit avec un grincement, et un silence lourd s'abattit. Ce n'était pas le procureur habituel, un homme usé par les compromis, qui entra. Une nouvelle figure apparut. Une procureure adjointe, jeune, aux yeux perçants, débarrassée de l'arrogance bureaucratique. Elle marcha vers le banc, son dossier serré contre elle, et d'une voix ferme, elle déclara: «Votre honneur, le parquet annonce le retrait de toutes les charges contre Idriss Sarr, avec effet immédiat.» Un murmure s'éleva, comme une vague qui déferle, un mélange de choc et de soulagement. Idriss, toujours menotté, leva les yeux vers Luna, son visage trahissant une incrédulité fragile. Luna lui rendit un hochement de tête, un geste qui portait tout le poids de leur lien indéfectible. Mais l'attention se tourna rapidement vers Antoine Dubois, dont le visage, rouge de fureur, semblait sur le point d'exploser. Dubois bondit de sa chaise, incapable de contenir sa rage. «C'est une mascarade!» cria-t-il, sa voix éraillée perçant le brouhaha. «Cette femme est une menteuse, une agitatrice. Elle n'a pas sa place ici.» Ces mots, chargés de venin raciste, firent l'effet d'une bombe. La foule, déjà à cran, éclata en protestation. Une jeune femme, portant un badge d'une association anti-racisme, se leva et lança: «Vous êtes fini, Dubois.» Le juge, un homme aux cheveux gris dont le visage trahissait des décennies de fatigue, frappa son marteau avec force. «Silence!» ordonna-t-il, mais sa voix tremblait légèrement, comme s'il sentait que l'autorité du tribunal vacillait. Puis vint un moment inattendu. Un coup de théâtre qui fit basculer la salle dans un chaos contrôlé. Un huissier, nerveux, s'approcha du juge et lui tendit une tablette. Sur l'écran, une nouvelle vidéo, transmise anonymement au tribunal, montrait Dubois, la veille, dans une ruelle près du commissariat, discutant avec un homme en costume sombre. Les sous-titres, ajoutés par un lanceur d'alerte, révélaient une conversation glaçante. Si elle continue, on la brise. On sait comment faire taire les gens comme elle. La salle éclata en cris d'indignation. Une mère dans la foule, tenant la main de son fils, hurla: «C'est un complot! Ils protègent leurs criminels!» Luna, immobile, fixa l'écran, sa colère désormais mêlée d'une satisfaction froide. Cette vidéo n'était pas seulement une preuve de l'attaque de Dubois. Elle exposait un réseau de corruption qui le soutenait. Le juge, visiblement secoué, ordonna à Dubois de quitter la salle. «Officier Dubois, vous êtes suspendu immédiatement», lança-t-il, sa voix enfin ferme. Dubois, le visage déformé par la rage, se leva, renversant sa chaise dans un fracas. «Vous ne pouvez pas faire ça», rugit-il, pointant Luna. «Toi, tu vas payer pour ça.» La foule hurla de plus belle, et deux huissiers durent l'empoigner pour l'escorter dehors. Alors qu'il passait devant Luna, il cracha: «Ce n'est pas fini, sale!» Mais un cri de la foule couvrit l'insulte. Luna, impassible, répondit d'une voix basse mais tranchante: «Si, c'est fini pour toi.» La porte claqua et un silence chargé suivit, brisé seulement par le souffle des spectateurs. Le juge, reprenant ses esprits, frappa son marteau une dernière fois. «Monsieur Sarr, vous êtes libre.» Idriss se leva lentement, ses chaînes tombant dans un cliquetis qui résonna comme une victoire. Il se tourna vers Luna, et pour la première fois depuis des mois, un sourire fragile éclaira son visage. La foule, incapable de se contenir, éclata en applaudissements, certains pleurant, d'autres criant des slogans de justice. Dehors, les manifestants,
informés par les réseaux sociaux, hurlèrent de joie, leur voix portant jusqu'à la salle. Mais un détail inquiétant émergea. Un message circulant sur les réseaux sociaux affirmait que des collègues de Dubois préparaient une contre-attaque, jurant de faire taire Luna pour de bon. Cette menace, loin d'éteindre la colère de Luna, la galvanisa. Elle serra le poing, son regard fixé sur la sortie où les caméras des journalistes attendèrent déjà. Elle n'avait pas seulement sauvé Idriss, elle avait ouvert une brèche dans un système pourri et elle était prête à en payer le prix. Dans la lumière crue du matin, Nice s'éveillait sous un ciel chargé de colère, comme si la ville elle-même refusait de rester silencieuse après l'explosion de vérité qui avait secoué le tribunal. Luna Sarr, héroïne de la marine française, avait transformé une salle d'audience en un champ de bataille où la justice avait enfin triomphé pour son frère Idriss, libéré des chaînes d'une accusation injuste. Mais la victoire, bien que retentissante, n'avait fait qu'attiser la fureur de Luna contre un système qui, pendant trop longtemps, avait protégé des hommes comme Antoine Dubois, l'officier raciste dont les actes odieux avaient été exposés au grand jour. Ce n'était pas seulement une affaire personnelle. C'était une guerre contre l'injustice systémique, et Luna, avec sa rage incandescente, était déterminée à en démolir chaque pierre. Alors que les vagues de la Méditerranée clapotaient doucement contre la promenade des Anglais, un article explosif publié dans Le Figaro allait faire trembler les fondations d'un système corrompu, révélant au monde l'ampleur des crimes de Dubois et de ceux qui l'avaient couvert. L'article, signé par une journaliste chevronnée, Camille Delacroix, portait un titre qui claquait comme un coup de fouet, Le règne de Dubois, une décennie d'abus sous protection. Le texte, publié à la une, ne se contentait pas de relater l'attaque contre Luna. Il dressait un tableau accablant d'un réseau de corruption au sein de la police de Nice, où Dubois n'était qu'un rouage. Des rapports falsifiés, des témoins intimidés, des plaintes classées sans suite. Chaque paragraphe était une gifle au visage d'un système qui avait laissé prospérer l'injustice. Le nom de Dubois apparaissait aux côtés de supérieurs hiérarchiques qui avaient signé des documents sans les lire, d'enquêteurs internes qui perdaient des dossiers et d'officiers mutés dès qu'ils tentaient de dénoncer les abus. L'article citait un ancien collègue de Dubois, un certain capitaine Malik Benali, rétrogradé après avoir signalé des irrégularités dans une affaire impliquant un adolescent nord-africain. La réponse officielle du commissariat était laconique. Une enquête interne est en cours. Pas d'excuses, pas de démenti, juste le langage froid d'une institution cherchant à étouffer l'incendie. Mais l'incendie était déjà hors de contrôle. À Nice, l'article déclencha une onde de choc. Dans les cafés du Vieux-Nice, des retraités lisaient les pages froissées de Le Figaro, leurs visages crispés de colère. Dans les lycées, des élèves partagèrent des extraits sur leur téléphone, lançant des débats enflammés sur les réseaux sociaux. Une nouvelle révélation, inattendue et glaçante, attisa encore la fureur collective. Une fuite anonyme, attribuée à un employé du commissariat, révéla un enregistrement audio où un supérieur de Dubois ordonnait de nettoyer le dossier Sarr avant que ça dégénère. Cet enregistrement, diffusé en boucle sur une radio locale, fit l'effet d'une bombe. Une femme, vendeuse dans une boulangerie de la place Masséna, jeta son tablier en entendant la nouvelle, criant à ses clients « Ils veulent cacher la vérité, ils nous méprisent de tous ». La foule, déjà galvanisée par la libération d'Idriss, se rassembla à nouveau, cette fois devant la préfecture, brandissant des pancartes où l'on pouvait lire « Dubois en prison » et « Justice pour les oubliés ». Luna, dans son appartement, lut l'article sur une tablette, chaque mot ravivant la rage qui brûlait en elle. Elle n'était pas surprise, mais chaque détail, chaque nom, chaque abus, était comme une lame enfoncée dans une plaie ouverte. Elle pensa à son père, arrêté à tort des années plus tôt pour un délit qu'il n'avait pas commis, sa carrière brisée à cause de son origine sénégalaise. Elle serra une photo de lui en uniforme, prise lors d'une cérémonie militaire à Dakar, et murmura « Papa, ils ne gagneront pas cette fois. » Dehors, la ville bouillonnait. Une université locale annonça un colloque sur la responsabilité policière, citant l'affaire Sarr comme un tournant. Des lycéens organisèrent des simulations de procès, rejouant la confrontation entre Luna et Dubois. Dans un quartier populaire, un artiste peignit une fresque murale. Luna, silhouette fière, tenant un drapeau français déchiré mais intact, sans légende, juste un symbole de résistance. Mais un détail inquiétant émergea, ajoutant une tension dramatique à la tempête. Un message anonyme, graffité sur le mur de l'immeuble de Luna,
avertissait « La vérité a un prix, Sar ». Accompagné d'une empreinte de main rouge, le graffiti semblait être un message direct des alliés de Dubois. Luna, loin d'être intimidée, sentit sa colère se cristalliser en une détermination froide. Elle envoya un texto à Camille Delacroix. Creusez plus loin, il y a d'autres noms. Elle savait que la lutte ne faisait que commencer. Chaque révélation était une victoire, mais aussi un défi lancé à un système qui n'abandonnerait pas facilement. À Nice, les voix des opprimés, amplifiées par l'article et la bravoure de Luna, continuèrent de s'élever, refusant de se taire. La ville, autrefois endormie sous le soleil méditerranéen, était désormais un brasier de révolte, et Luna, avec sa rage et sa vérité, en était l'étincelle inextinguible. Alors que le crépuscule enveloppait Nice d'un manteau d'ombre, Luna Sarr se tenait sur le balcon de son appartement, le regard perdu dans les lumières scintillantes de la baie des Anges. L'article explosif de Le Figaro avait secoué la ville, exposant le réseau de corruption qui protégeait Antoine Dubois, mais la lutte de Luna, héroïne de la marine française, était loin d'être terminée. Sa colère, forgée par des années d'injustice raciale et l'attaque contre elle au tribunal, brûlait encore, une flamme inextinguible qui refusait de plier face à un système brisé. Ce soir-là, alors que la mer murmurait en contrebas, Luna tenait entre ses mains un drapeau français, celui qui avait couvert le cercueil de son père, victime d'une accusation injuste à cause de son origine sénégalaise. Ce drapeau n'était pas un symbole de soumission, mais un défi, un rappel de ce qu'elle avait juré de défendre, la vérité. Soudain, un message vibra sur son téléphone. Malik Ben Ali, son ancien camarade, écrivait « Ils veulent que tu rejoignes leur comité de réforme ». Luna serra les lèvres, sa rage montant comme une tempête. « Je ne réforme pas », répondit-elle. « Je brise leur chaîne. » Elle n'allait pas se contenter de penser un système pourri, elle voulait le démanteler. Un détail inattendu attisa sa fureur. Un graffiti, découvert ce matin-là près de son immeuble, proclamait « Luna, notre héroïne », en lettres bleues, peint par des jeunes du quartier nord. Ce geste, spontané, lui rappela que sa lutte était celle d'une communauté entière. Dans la salle à manger, Idriss, enfin libre, rinçait une assiette, son visage apaisé mais marqué. Il s'approcha et murmura « Grâce à toi, je crois en la justice ». Luna posa une main sur son épaule, sa colère se muant en une promesse silencieuse. Une fresque apparut dans le vieux Nice. Luna y était dépeinte, drapeau en main, avec une inscription « La vérité brise les murs ». Ce n'était pas une victoire finale, mais un cri qui résonnerait pour toujours.